Et c'est demain, vous retrouvez à 10h Valérie Expert, et là jusqu'à midi avec nos 3 débatteurs du jour, avec un menu très chargé ce matin, mais on va saluer tout de suite Nicolas Corato. Bonjour Nicolas. Bonjour Christine, bonjour à tous. Merci d'être là, président fondateur de think tank Place de la République, en ligne avec nous également ce matin pour débattre de ces sujets post-conférence de presse et de Jean Castex, Lucas Véran. Bonjour Lucas. Bonjour Christine, bonjour à tous. Étudiant, je rappelle, et adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine, et également avec nous ce matin Michel Taube. Bonjour Michel. Bonjour, et meilleurs vœux de fin d'année déjà en Exact. Absolument, j'espère que vous avez tous passé un très bon réveillon et que vous préparez bien celui de la Saint-Sylvestre. Michel Taube, fondateur du site d'Info Opinion Internationale et fondateur de Ensemble contre la peine de mort. Alors, on a un menu très chargé, je le disais hier, puisque à la suite de la conférence de presse donnée par Jean Castex et Olivier Véran, eh bien, on a donc appris les nouvelles règles qui vont s'imposer à tous les Français pour lutter contre la propagation du variant Omicron. Alors, le pass sanitaire va devenir un pass vaccinal. Alors, est-ce que c'est la bonne solution? Ça passe ou ça casse? Mettre la pression sur les non-vaccinés? Va-t-elle mettre cette pression? Va-t-elle faire baisser la vague Omicron? Les opposants d'Emmanuel Macron vent debout contre ces nouvelles mesures. Ferait-il mieux? Est-ce bien responsable aussi de lutter contre Emmanuel Macron par le biais de la lutte contre le variant? Et puis pas de jauge pour les meetings politiques, pas de report d'élections. Ça met très en colère le monde du spectacle notamment et le secteur des enceintes sportives également. La politique est-elle au-dessus des lois? On se posera la question. Et puis autre information, on a appris ce matin que la Commission européenne s'apprête à classer le nucléaire comme énergie verte. Est-ce la bonne décision? Pourquoi aussi? On va essayer de comprendre tout ça avec nos 3 débatteurs, mais également avec vous au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas et vous réagissez également sur les réseaux sociaux. Vous connaissez le principe, sur Twitter et sur Facebook. Alors, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule. Alors, c'est assez drôle, Lucas, Michel et Nicolas. Ce matin, vous êtes tous les 3 des coups de cœur. Alors, je commence par vous, Lucas. Vous avez un coup de cœur pour le dernier livre signé Fourquet et Caselli qui nous parle de la France sous nos yeux. Pourquoi? C'est vrai, exactement. Un coup de cœur qui s'inscrit dans la suite des fêtes de Noël pour lesquelles j'ai reçu ce bouquin-là. Bouquin absolument passionnant pour la raison suivante. Il analyse finalement les grandes métamorphoses qui sont à l'œuvre dans le pays, et on voit par tout un ensemble de données, d'expressions littéraires, finalement comment on est passé d'un pays où le secteur primaire avait un poids conséquent, le secteur agricole, le secteur industriel, à un pays finalement dans lequel la logistique représente désormais près de 500 000 emplois, dans lequel la grande distribution entre 83 et 93, 2 intermarchés ouverts par semaine, donc qui a pris un poids monumental, les bases de loisirs, dans lesquelles, et ça je vais prendre à titre anecdotique finalement, et c'est rempli comme ça d'anecdotes, à un moment les auteurs disent quand le low cost, c'est-à-dire Ryanair, EasyJet, remplace la data, vous savez, cet instrument d'aménagement du territoire. Et il explique que, par exemple, avec les aéroports de Carcassonne ou de Beauvais, finalement, ce que l'État n'a pas été en mesure de faire ces dernières décennies, finalement, le low cost, à sa manière, a créé de l'activité, contribuer à générer une hausse de l'immobilier dans des régions qui avaient été un peu oubliées. Donc c'est truffé comme ça d'analyses qui sont passionnantes pour comprendre finalement les grandes métamorphoses sociologiques, économiques qui sont à l'œuvre dans le pays. Voilà, je sais pas si vous l'avez lu, Michel Taube, Nicolas Corato. Non, moi j'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu parler et lu des résumés également. Non, mais c'est un livre dont il y a déjà pas mal d'émissions et il a été assez fortement relaté. Je pense que si j'ai bien compris, c'est un livre qui dessine une France beaucoup plus multiforme, diverse, beaucoup plus dans la mobilité effectivement que l'image qu'on a d'un pays assez sclérosé, assez monolithique, celle de la France d'un citoyen universel qui est le même partout sur tout le territoire. C'est à Lucas de nous dire si je me trompe. Mais je crois que c'est un livre qui reflète une France, encore une fois, beaucoup plus éclatée et en même temps qui est quelque part assez inquiétante parce que on se demande en même temps ce qu'il va rester de cette France qui a, on va dire, tout un héritage de valeurs et de valeurs fondamentales dans cette France nouvelle et encore une fois extrêmement diverse qui émerge sous nos yeux, quoi.
Alors c'est vrai, Michel, vous avez raison de préciser que la France, vous avez choisi le terme d'éclater. Jérôme Fourquet s'était rendu célèbre pour l'archipel français. Et en réalité, ce que montre effectivement, c'est la disparition d'une France. Par exemple, les auteurs rappellent qu'en 1987, il y avait 1 600 000 agriculteurs en France. Il ne sont plus que 429 000 en 2017, ce qui montre en réalité la disparition d'un pan entier de la population. En tout cas qui a transformé, dont les enfants ne réalisent plus cette activité-là. Pareil pour l'érosion totale du nombre de bateaux de pêche. Et en fait, on se rend compte que beaucoup de ces endroits-là qui produisaient, en fait, aujourd'hui, sont devenus des lieux de plaisance. Par exemple, les ports de pêche, il est très intéressant de remarquer la mutation de l'activité économique. Là où avant, il y avait vraiment des pêcheurs. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'investissent dans le tourisme. Alors, Lucas, Michel. Justement, je ne suis pas du tout d'accord avec cette vision-là. Et je vais vous donner un autre exemple qui est peut-être pas dans le livre de Fourquet, mais qui est l'expérience que j'ai connue la semaine dernière. La semaine dernière, j'étais à Arcachon, dans le bassin d'Arcachon pour quelques jours de repos. Et en ouvrant le journal, c'était, je crois, Sud-Ouest, si je me trompe pas. Dans cette zone-là, c'est Sud-Ouest, oui. Ouais, je suis tombé sur une information hallucinante. La Commission européenne a imposé à tous les pêcheurs du bassin d'Arcachon une réduction de 30% de la pêche de la sole. Pour une bonne raison certainement, qui est celle de la raréfaction de la sole dans ce bassin-là. Mais cette décision, ce qui a choqué les pêcheurs, d'abord, on apprend qu'il y a des pêcheurs encore dans le bassin d'Arcachon, contrairement à l'idée que fait croire ce livre, c'est-à-dire que vous dites qu'il reste que 450 000 paysans, mais ils sont importants et il y a de plus. Je n'ai pas dit le contraire. Non, mais c'est pas vous. Mais le livre laisse croire qu'il y a une nouvelle France qui va remplacer l'autre. Honnêtement, ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de citadins qui veulent devenir paysans. Mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, sur la perception qu'on a de certains bassins qui seraient devenus, par exemple, des zones de plaisance, non, il y a aussi des pêcheurs qui tous les jours travaillent et qui essayent d'exister et qu'on ignore et qu'on prend par-dessus la jambe sans discuter avec eux. Et donc, je pense que justement, cette France, elle émerge, mais elle est compatible avec une France plus traditionnelle qui reste encore en place. Mais Lucas et Michel, on n'a pas entendu Nicolas, que je vois Nicolas Corato sourire à ce débat autour de... J'ajoute également que dans le livre de Fourquet-Caselli, moi c'était l'exemple qu'il donnait au début qui était assez étonnant, c'était la fermeture des usines Renault à Boulogne, et une semaine après, c'est Disneyland qui ouvrait aux portes de Paris. Donc c'était un petit peu ça, c'était un peu la bascule du pays on va dire, du tourisme à la fin de l'ère industrielle quelque part aujourd'hui, qui est d'ailleurs un sujet d'actualité, on ne peut plus prégnant dans la campagne présidentielle. Mais ce qui est intéressant dans la multiplication d'ailleurs de l'édition d'ouvrages sur la sociologie française et la géographie française, de la France périphérique jusqu'à l'archipel français, finalement, c'est peut-être notre obsession en ce moment à essayer de définir ce qu'est la France ou ce que devrait être la France ou que sera peut-être la France demain. On tourne beaucoup en France autour de cette idée, alors on parle beaucoup d'identité, mais ça va beaucoup plus loin que l'identité. Et je remarque une chose, c'est que cette idée nous fait beaucoup débattre, ce sujet nous fait beaucoup débattre et parfois nous fait oublier l'essentiel, peut-être de revenir à des ouvrages un peu plus permanents. Je pense par exemple à l'histoire de France de Michelet. La France, c'est d'abord une idée. Et c'est une idée que nous pouvons colporter de manière universelle. Ça, c'est des choses sur lesquelles on peut se mettre d'accord. Après, est-ce que la France change? Oui. Est-ce que les changements qui sont à l'œuvre, que décrit par exemple Michel dans le bassin d'Arcachon, sont des changements permanents? Peut-être pas. Et peut-être que la crise du Covid, d'ailleurs, va changer de nouveau peut-être la face de la France. La France welbeckienne, que vous décrivez, cette France finalement des musées, des centres de loisirs, vouée au plaisir des autres et des touristes, peut-être qu'elle n'existera jamais parce qu'au final, on aura réindustrialisé, on aura réorienté les efforts industriels. Voilà, je pense qu'il faut prendre tous ces sujets de manière tranquille, pas nécessairement en faire des objets de clivage. Moi, j'entends la réduction du nombre d'agriculteurs. Après, être agriculteur dans les années 80, c'était peut-être pas nécessairement la panacée, y compris socialement, culturellement. Et vous ne dites pas le contraire, hein, Lucas, c'est pas ce que je dis. Et peut-être qu'aujourd'hui, moins d'agriculteurs vivent mieux que beaucoup plus d'agriculteurs il y a 40 ans. Bref, il faut regarder ça de manière cohérente, de manière apaisée. Je
pense qu'on a un joli pays et on a de quoi le construire encore pendant plein d'années. Arrêtons. Moi, je pense que, et c'est pas l'ouvrage du tout, hein, parce que moi j'ai regardé rapidement les quelques feuilles, mais ce qui me choque beaucoup, c'est dans ce débat le poids des déclinistes, alors que finalement ces constats nous aident surtout à construire l'avenir. Lucas, pour terminer là-dessus. Oui, si je peux juste me permettre de réagir, c'est vrai que vous avez raison, Nicolas. Les auteurs ne rentrent pas du tout dans un jugement de valeur. Et je voudrais répondre à Michel, par exemple, qui dresse sur ce que vous évoquiez sur les pêches, le constat de la baisse de l'évolution de la flotte de pêche française. 11 660 bateaux en 1983, 4 486 en 2016. Donc, on voit l'érosion. Et à l'inverse, vous citiez effectivement, Christine, par exemple, comment Disneyland Paris est devenu à lui seul le plus gros employeur monosite avec près de 15 000 personnes. Donc effectivement, l'idée n'est pas de dire tout décline et finalement la France disparaît dans le chaos. C'est juste qu'il y a de nouvelles activités qui émergent, qui parfois se font à rebours finalement de notre imaginaire collectif, de la manière dont on se préfigure la France dans notre esprit, et qui pourtant ont pris un poids colossal au cours des précédentes décennies. Allez, on rappelle le titre de ce livre, hein, le livre de Fourquet et Casilli, La France sous nos yeux. C'était le coup de cœur de Lucas Véran. On est avec Lucas encore après les infos de 11h. Michel Taube, Nicolas Corato pour débattre de l'actualité. Michel et Nicolas qui auront deux coups de cœur, hein, pour la Coupe du Monde de football et l'un pour une série un film sur Netflix. Ça sera dans un instant, mais on parlera également des annoncières de Jean Castex jusqu'à midi et avec vous également au 0826 300 300. Vous ne bougez pas, on se retrouve juste après les infos de 11h. À tout de suite. Et on est ensemble et avec vous au 0826 300 300 jusqu'à midi avec Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Lucas Véran, étudiant, adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine. Tiens, d'ailleurs, Lucas Véran, j'ai lu un papier dans le Parisien ce matin où on s'inquiète pour le passage des examens en partiel à partir de la semaine prochaine. Ces partiels de rentrée qui vont se faire en présentiel, quel que soit l'état de santé, positif ou pas positif des étudiants, ce que je trouve absolument hallucinant. Et il n'y a eu aucune réponse de la part du ministère de l'enseignement supérieur sur cette possibilité pour les étudiants de passer les examens en distanciel s'ils sont positifs ou cas contact. Enfin voilà, on a du mal à saisir encore comment ça fonctionne. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale et fondateur de Ensemble contre la peine de mort. Alors Michel, vous avez un coup de cœur pour le joueur préféré des Français, quasiment le sportif préféré après Zinedine Zidane, c'est Kylian Mbappé. Il est pour la Coupe du Monde de foot tous les 2 ans. Je suis assez surprise, mais il va falloir que vous m'expliquiez. Non, justement. Non, c'est exactement... Il est contre. C'est pour ça que c'est un coup de cœur. D'accord, ok, j'ai eu peur. Non, je vous rassure. En fait, c'était pour choisir un petit peu un sujet qui détend dans une période assez morose, ma foi, dans le contexte du Covid. Effectivement, Kylian Mbappé qui compte sur la planète foot, et ça on peut le dire. Hier, il était à Dubaï. Il a reçu le Globe Soccer Award. Il a été désigné le meilleur joueur de l'année par des professionnels du foot du monde entier. Et effectivement, il était très discret. Vous savez que la FIFA, la Fédération internationale de football, a un projet de ramener la Coupe du monde de foot, à la faire passer de tous les 4 ans à tous les 2 ans. C'est Arsène Wenger qui conduit ce projet que moi je trouve fort dommageable. Et en fait, Kylian Mbappé a pris position hier très clairement pour se dire opposé à cette accélération du calendrier de cet événement majeur. Il n'était pas le seul. Il y avait également Robert Lewandowski, qui est le joueur polonais, le plus grand joueur polonais au monde aujourd'hui, qui ont complètement rejeté ce projet. Et ils ont mis en avant 2 arguments qui me paraissent très très importants. Alors le second, c'est le calendrier sportif qui est déjà hallucinant. Les joueurs jouent plus de 60 matchs par an. Mais surtout, la raison qu'ils invoquent, c'est que la Coupe du monde de foot, c'est l'événement mondial le plus fabuleux au monde. La Coupe du monde de foot, c'est beaucoup plus de téléspectateurs que les Jeux Olympiques, par exemple. C'est l'événement vraiment... C'est la plus grosse machine, oui, absolument. Non, c'est aussi l'événement le plus populaire, tout simplement, dans le monde entier. Et le fait de le ramener à tous les 2 ans, à sa tenue tous les 2 ans, ça désacralise en fait un événement tout à fait exceptionnel et ça lui enlève ce côté vraiment spécial et unique. Et donc Mbappé s'est dit contre, et j'espère qu'avec lui et les Lewandowski
Lewandowski, tous les joueurs de foot s'opposeront à ce projet qui est purement financier. Qui divise, puisqu'en fait, Oui, mais qui est purement financier parce qu'en fait, la FIFA propose 16 millions de dollars à chaque fédération de foot nationale en échange de cette accélération du calendrier sportif. Et franchement, voilà. Bon, donc en tous les cas... Et qui va à l'encontre, pardonnez-moi Michel, mais qui va à l'encontre aussi de la santé des joueurs. Parce que une coupe du Monde tous les 2 ans, plus des Coupes d'Europe, plus un championnat souvent avec des cadences infernales, avec des coupes dans chaque pays, etc. C'est pas anodin. Et puis après, il faut trouver les pays qui sont capables d'organiser une Coupe du Monde. Hein. Je veux bien l'entendre, mais on voit bien la difficulté, quoi. Voilà, mais c'est surtout le caractère exceptionnel de cet événement qui perdrait de sa sacralité. Bien et sûr. Je trouve que, donc voilà, j'étais très content que Mbappé prenne position en ce sens. Voilà, tout simplement. Un commentaire, Lucas, Nicolas? Moi, j'avais une question peut-être pour Michel, mais ça fait partie de l'argumentation de Kylian Mbappé, mais quid des compétitions continentales qui sont quand même qui agrègent des équipes nationales et qui créent aussi de l'unité sur certains continents. Enfin, je pense à l'Euro, mais il n'y a pas que l'Euro. Qu'est-ce qu'elle deviendrait dans ce nouveau schéma que tente de dessiner Arsène Wenger? Je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait le problème. D'ailleurs, dans 3 semaines, il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui commence au Cameroun, qui est un événement très très important où vous avez de très nombreux joueurs français en fait qui participent, parce qu'il y a beaucoup de binationaux qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations, qui est l'équivalent africain de l'Eurofoot. Et effectivement, ça perturberait tous les calendriers. Voilà, mais le problème de la FIFA comme du CIO pour ce qui est des Jeux Olympiques, c'est des bulles financières et des pouvoirs totalement omnipotents qui avancent indépendamment de la volonté des États, et c'est vraiment très très problématique. Cette année 2022, la Coupe du Monde de foot se tiendra au Qatar au mois de novembre. Enfin, c'est quand même assez hallucinant que tout le monde ait accepté cela, alors que c'est un pays où il y a très peu de foot et dans une période de l'année qui ne s'y prête pas, sans parler des problèmes environnementaux, sociaux et de violation des droits humains qui ont été commis pour que cet événement se tienne. Voilà, là, il y a d'autres problèmes. Mais bon, moi, c'était plus amateur de foot. Il y a les Jeux en Chine aussi, on va en parler là à partir de... Mais en tous les cas, voilà, moi c'était plus l'amateur de foot et tous les souvenirs que j'ai, comme j'imagine beaucoup d'entre vous, tous les 4 ans, des Coupes du Monde de foot depuis tout petit. Et si elle avait lieu tous les 2 ans, elle ne serait plus la Coupe du Monde de foot, tout simplement. Tout simplement. Alors, on passe à votre coup de cœur aussi, je disais Nicolas, un coup de cœur pour un film sur Netflix. Dites-moi tout. Nicolas. Alors oui, moi je suis pas du tout un aficionado de Netflix, ni d'ailleurs de la Coupe du Monde de football, et je suis d'accord avec Michel, autant que ce soit tous les 4 ans, parce que tous les 2 ans ça deviendrait très indigeste pour des gens comme moi. Mais j'ai découvert grâce à mes adolescents sur Netflix un film qui vient de sortir. Alors je comprends que les films maintenant sortent sur Netflix et plus au cinéma, vous voyez, je suis un homme du XXe siècle. Ça s'appelle Don't Look Up, et c'est un film avec Leonardo DiCaprio et Meryl Streep notamment, qui est un film absolument prodigieux, un peu loufoque, complètement foutraque d'ailleurs, qui pose le contexte d'une sorte de fin du monde annoncée par les scientifiques avec une énorme comète qui arrive vers la Terre. Enfin, ça vous rappelle des films catastrophes. Quelque chose, ouais. Et ça, c'est le début du film. Après, ça devient complètement dingue, mais ça nous ramène quand même à ce que nous sommes aujourd'hui en train de vivre. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des scientifiques qui ont défini de manière très très scientifique la trajectoire de la comète. Il ne fait aucun doute que la comète percutera la Terre, quoi qu'il arrive. Et vous avez la planète qui s'enflamme avec les prédicateurs, avec les politiques, avec une sorte d'Elon Musk complètement azimuté. On ne sait pas d'ailleurs qui est le plus azimuté. Est-ce que c'est la copie ou est-ce que c'est le personnage réel qui essaye bien entendu de sauver la Terre? Bref, tout ça, sans spoiler, finit très mal et nous pose surtout une vraie question. C'est une manière très très joviale et très humoristique de nous regarder vivre notre pandémie actuellement, puisqu'on retrouve, alors Don't Look Up, ça veut dire ne regardez pas en haut, hein, et l'idée c'est bien de dire, voilà, vous voyez la comète dans le ciel, mais ne la regardez pas, elle n'existe pas, et continuez à vivre. Ça nous rappelle des débats actuels, et je trouve que c'est une bonne manière de commencer à avoir une conversation, par exemple, en famille, sur ce qu'est la science et ce qu'elle nous dit. Et puis ce que nous sommes également, nous êtres humains, fait de sensibilité, de doute et parfois
parfois un tout petit peu de délire, voilà. Donc un très joli film, très avec sympa. La réalité, hein, c'est ça, Nicolas. Hein, alors, oui, absolument aucune ressemblance avec des faits réels. Alors si je peux dire quelque chose, figurez-vous que j'ai vu le film. Je l'ai vu avant-hier. Donc je voulais dire que Nicolas avait bien raison de le mettre en avant. Je voulais juste peut-être préciser. Alors d'abord, Meryl Streep joue un rôle, une présidente des États-Unis absolument hallucinante. J'adore Meryl Streep, c'est vraiment une très très grande actrice et elle est absolument fabuleuse dans ce film. Et ensuite, juste peut-être pour préciser sur ce qu'a dit Nicolas, en fait, ce qui est terrible dans ce film, c'est que le Elon Musk du film, finalement, on se rend compte que c'est lui qui a le plus de pouvoir sur le politique. Et c'est ça qui est absolument dramatique. N'en disons peut-être pas plus pour ceux qui veulent aller voir le film. Mais un des révélateurs de ce film, ou un des miroirs que ce film donne de ce monde de folie dans lequel nous entrons à vitesse grand V, c'est que finalement, c'est effectivement le patron de la société de smartphones et autres dérivés technologiques qui a le pouvoir, qui domine le politique et finalement c'est un peu ce qu'on est en train de vivre sous nos yeux tous les jours, quoi. Le monde brûle et nous regardons ailleurs, comme dirait l'autre. Exactement. En l'occurrence, Jacques Chirac. Exactement. Il avait et c'est tellement d'actualité. Donc c'est Don't Look Up, c'est sur Netflix et c'est donc accessible effectivement par la plateforme américaine. C'est votre coup de cœur, Nicolas. Avant d'en venir tous ensemble à la discussion autour des annonces faites hier soir par Jean Castex, je voulais faire un petit focus parce que la famille d'un jeune Français de 36 ans dont on parle pas beaucoup, qui est passé un peu à travers les radars de l'actualité, il s'appelle Benjamin Brière. Sa famille a lancé un communiqué hier soir via l'AFP pour souligner que le jeune homme était désormais avait entamé une grève de la faim. En fait, il est emprisonné en Iran depuis 1 an et demi. Sa famille est très inquiète pour lui. Il veut dénoncer ses conditions de détention et le sentiment d'abandon qu'il a par rapport aux autorités françaises. Il a été arrêté donc il y a 1 an et demi alors qu'il effectuait un voyage en van. On peut d'ailleurs voir sur les réseaux sociaux, il racontait son voyage, cette envie de voyager comme ça à travers le continent dans cette région-là. Et il a été arrêté par les autorités iraniennes qui le soupçonnent bien sûr d'espionnage. Il était en train de faire des vidéos avec un drone de tourisme, un petit drone pour pouvoir faire des vidéos. Et il est il y a toute une série de papiers qui ont été faits sur lui, mais il est important surtout de médiatiser le cas de Benjamin Brière pour ne pas l'oublier. Et c'est ce que souhaite aussi sa famille. Donc c'est pour ça que je voulais faire un petit focus sur lui ce matin, parce que c'est une politique de la prise d'otage diplomatique. C'est ce qu'on appelle ça dans le jargon. L'Iran est souvent pointé du doigt par les ONG pour pratiquer ce genre d'incarcération abusive et pour pouvoir négocier, puisqu'il y a beaucoup d'embargos qui sont menés contre le régime iranien, et pour pouvoir ainsi négocier avec la communauté internationale d'autres résolutions ou dans tous les cas d'autres prises de décision. Donc voilà, un Français depuis 1 an et demi étant emprisonné en Iran, Benjamin Brière, et sa famille est plutôt inquiète. Donc voilà, c'était important de le souligner, je trouve. Absolument. On va s'arrêter et revenir à notre nombril, j'avais envie de dire, puisqu'on parle du coronavirus et de ce variant Omicron qui impose donc de nouvelles dispositions qui ont été annoncées hier soir par Jean Castex, et on va s'intéresser à ce pass sanitaire qui va devenir d'ici une quinzaine de jours un pass vaccinal. Mettre la pression sur les non-vaccinés, c'est le souhait du gouvernement. Est-ce la bonne solution pour lutter contre la vague Omicron? On en parle tous ensemble et avec vous également 0826 300 300. À tout de suite. Et Sud Radio, parlons vrai, vous le savez, on salue désormais les auditeurs qui nous écoutent du côté de Chambéry, Annecy, Annemasse, Saint-Étienne ou encore Roanne en DAB+. Ils rejoignent la grande famille de Sud Radio en DAB+, puisque c'est la nouvelle façon d'écouter Sud Radio sur les appareils autoradio compatibles. On nous écoute à Chalon-sur-Saône, à Toulon, à Hyères, à Brignoles, à Dijon, à Avignon. Bref, on élargit et on est de plus en plus nombreux à écouter et à intervenir sur Sud Radio. Parlons vrai, vous n'hésitez pas, 0826 300
300. Alors, on s'intéresse évidemment à ces annonces du Premier ministre hier soir. Donc, le pass sanitaire va devenir pass vaccinal. Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a été adopté hier, présenté au Parlement demain. Il doit normalement entrer en vigueur le 15 janvier prochain. Et donc, à cette date, il ne sera plus possible de contourner le vaccin grâce à des tests. En gros, il faudra être vacciné pour pouvoir aller au cinéma, aller au restaurant, enfin sortir de chez soi. Les utilisateurs de faux pass seront plus lourdement sanctionnés, a prévenu le Premier ministre, qui a fustigé un acte, je cite, délibéré de mise en danger de la vie d'autrui. Alors, Nicolas Corato, Lucas Véran, Michel Taube, on en parle tous ensemble. La stratégie du tout vaccinal a-t-elle atteint finalement ses limites? On rappelle 5 700 000 Français ne sont toujours pas vaccinés. Et hier soir, clairement, Jean Castex a annoncé qu'il voulait mettre la pression sur ces non-vaccinés. En gros, c'est une obligation vaccinale qui ne dit plus son nom et tout ça est clairement affiché. Ça passe ou ça casse, Nicolas Corato? On va le voir dans les jours qui viennent, mais on est quand même dans la continuité. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Depuis le 12 juillet 2021, avec l'instauration du pass sanitaire, le président de la République est dans une démarche d'incitation très contraignante à la vaccination. Donc là, on franchit une étape supplémentaire avec le pass vaccinal. On s'y attendait. Rien ne dit d'ailleurs que dans quelques semaines ou quelques mois, on passe pas directement à l'obligation vaccinale. Tout ça étant lié finalement à des étapes qui correspondent aussi à des étapes juridiques de constitutionnalité des mesures qui sont prises. On va voir ce que le Conseil constitutionnel va dire sur ce pass vaccinal. Est-ce qu'il va juger que cette mesure est proportionnée? Est-ce qu'elle est utile? Et est-ce qu'elle est suffisamment limitée dans le temps? Je rappelle que ce sont les 3 critères qui permettent au Conseil constitutionnel de valider ce genre de mesures qui sont des mesures effectivement très attentatoires aux libertés. C'est vrai qu'ici, on franchit un cap puisque si vous n'êtes pas vacciné, vous n'allez plus pouvoir participer à un certain nombre d'activités sociales qui ne sont pas vitales au sens strict du terme, mais qui définissent quand même la vie en société. Je veux dire, ne plus aller dans un café, ne plus participer à des activités culturelles, ne plus entrer en communauté avec vos concitoyens, ça restreint quand même largement vos libertés. Donc, on est dans une démarche que le président de la République a initiée depuis le 12 juillet. Ça ne doit pas nous surprendre. Est-ce que le corps social va continuer à l'accepter? Moi, j'ai l'impression quand même que jusqu'à présent, la promesse du président, voire même l'obligation du président qui était de dire maintenant on va vivre avec le vaccin, ça continue à passer au sein de l'opinion publique, voire même ça renforce la popularité du président de la République. Donc, là encore, moi je pense il n'y a pas de surprise sur les annonces d'hier soir. On va voir maintenant quelle est l'acceptabilité dans le corps social. Ouais, Lucas Véran. Moi, je m'inscris totalement en accord avec ce que vient de dire Nicolas. On a vraiment l'impression d'une stratégie pas à pas du gouvernement dans laquelle finalement la destination serait assez connue, c'est-à-dire effectivement l'obligation vaccinale ou du moins une obligation quasiment factuelle, en tout cas dans les faits, mais pas juridique, de se faire vacciner. Néanmoins, on peut s'interroger sur cette progressivité par étapes. Finalement, si l'on sait que la seule solution, c'est la vaccination, si l'on sait que la seule solution, c'est de réduire quasiment à une portion très, très minoritaire la part de non-vaccinés pour permettre une couverture vaccinale et puis la réduction des admissions en soins critiques, mais pourquoi pas avancer plus rapidement? Et je comprends, et Nicolas a raison de le rappeler, les étapes juridiques et finalement la suspension vis-à-vis des décisions du Conseil constitutionnel. Néanmoins, on a l'impression du coup d'un gouvernement qui parfois a pu se dédire. On a pu entendre un Olivier Véran dire qu'il n'y aurait jamais de pass sanitaire avant de l'instaurer, qu'il n'y aurait jamais d'obligation vaccinale avant de revenir dessus. Moi, je me questionne tout simplement, pourquoi ne pas simplement dire les choses et dire ce qu'il y a de meilleur? Je comprends qu'il y a toujours un arbitrage à réaliser dans la proportion des mesures et dans finalement l'aspect limité dans le temps, mais l'état de fait donne souvent raison sur un avancement des mesures. Donc allons-y avec la plus grande transparence et cessons les allers-retours. Voilà.
Michel, parce qu'on a l'impression quand même que Emmanuel Macron cherche à tout prix. Il fait un pari de pas faire comme certains de nos voisins, avec des mesures contraignantes déjà pour le 31 décembre. Pas de couvre-feu, l'école va rester à fonctionner normalement à partir de la semaine prochaine. On n'allonge pas les vacances. On instaure simplement des jauges, on va dire, dans des lieux qui accueillent du public de manière festive. Donc c'est presque des mesures à minima, non ? Alors, effectivement, c'est un peu ce que je voulais dire. Moi, mon impression d'ensemble, c'est que ni le chef de l'État ni le gouvernement ne veulent totalement assumer le choix qu'ils ont fait. Quel est le choix ? Le choix qu'ils ont fait, c'est de considérer que l'Omicron, ou l'Omicron, comme ils disent, court plus vite que toutes les mesures de prévention qu'on pourrait prendre. Et le choix qu'ils font, le pari qu'ils ont fait, ils sont d'ailleurs pas les seuls. Joe Biden a dit à peu près la même chose il y a quelques jours pour les États-Unis. C'est que le pari qu'ils ont fait, c'est que les formes graves étant heureusement, semble-t-il, moins nombreuses avec l'Omicron qu'avec le variant Delta, cette vague qui ne peut pas être arrêtée, parce que l'Omicron court trop vite, ne va pas produire d'effets trop catastrophiques. Et que donc, du coup, il faut plus ou moins laisser courir et se concentrer en fait sur la stratégie vaccinale dont ils savent qu'elle ne répond qu'en partie à l'objectif qu'ils voudraient atteindre, mais qui est pour eux la roue de secours la plus solide. Mais ils ne l'assument pas pleinement. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne veulent pas dire à l'opinion publique, écoutez, on n'a pas le choix, l'Omicron va trop vite, on ne pourra pas empêcher qu'il y ait une sorte d'immunisation collective par la contamination d'un très grand nombre de nos concitoyens. Et donc, hop, on laisse filer en se disant, en espérant que les études les plus récentes confirment qu'il n'y aura pas de forme trop grave. Le problème, c'est que, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que comme toujours avec Emmanuel Macron et le gouvernement, ce terrible et ce fameux en même temps macronien, c'est que au niveau des annonces qui ont été faites hier, il y a tout et son contraire. C'est-à-dire que d'un côté, on ouvre les écoles le lendemain, 3 jours après et 10 jours après les fêtes de Noël et de Réveillon, où il y aura eu le plus grand brassage de population. Et donc, on fait courir le risque qu'il y ait une très, très forte contamination dans les 15 premiers jours de janvier par nos enfants, par l'école. Et en même temps, ils prennent une mesure presque radicale, qui est d'annoncer une obligation de télétravail pour tous les Français qui peuvent le faire, ce qui est quand même une mesure extrêmement forte, qui est quand même une mesure, pour moi, c'est la grande annonce d'hier soir. C'est de dire tous au télétravail, alors même que l'on sait que c'est très compliqué à mettre en place, qu'il n'y a pas eu la moindre concertation ou quasiment pas, que ça va poser d'énormes problèmes d'organisation et que, encore une fois, c'est parfaitement contradictoire. D'un côté, on impose le télétravail et de l'autre, on envoie nos enfants à l'école de sorte que le lundi prochain à 18h, en allant tous chercher nos enfants à l'école à la fin d'une journée de télétravail, on va choper le Covid par nos enfants qui auront brassé des dizaines et des centaines d'autres enfants. Enfin, on voit bien que c'est totalement contradictoire. Et donc, je trouve qu'il y a sans arrêt ce en même temps, ces contradictions qui nous font tourner la tête et qui, en fait, au final, entretiennent un feuilleton interminable dans lequel qui permet de maintenir la pression et l'haleine sur ces questions et qui permet d'éviter de parler d'autres sujets qui fâchent. Bien sûr. Et, Michel, juste comment vous voyez le message, comment est-ce qu'on peut faire passer un message aussi de dire finalement la vaccination n'empêche pas les contaminations, parce que ça devient de plus en plus compliqué aussi peut-être d'entendre ce genre d'argument, c'est-à-dire de faire passer le message que la vaccination finalement au bout de 2 ans reste la seule solution pour sortir de ce long tunnel. Michel. Pour moi, c'est le vrai défi sanitaire que vont avoir les autorités publiques dans beaucoup de pays. C'est que franchement, de mois en mois, on rétrécit la portée des vaccins qu'on nous propose. C'est-à-dire que là, on a réduit la dose de rappel de 4 à 3 mois. Enfin, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois si on se rend compte que le vaccin ne nous protège pas contre... Voilà, donc ça, c'est une sorte de course de... Non, mais ça, je peux pas vous laisser dire ça. Ouais.
c'est pas fondé scientifiquement. Ah ben non, c'est une inquiétude. J'espère que non. Moi, j'ai pris ma 3e dose et je suis pour la vaccination. Non, ce que veut dire Michel, c'est que simplement, c'est difficile effectivement de continuer à convaincre, sans doute aussi sur le long terme, puisque c'est une course contre le vaccin et contre le virus. Moi, je suis pour le vaccin, il faut continuer. Ça reste la solution peut-être, mais pour aujourd'hui, la pédagogie va être de plus en plus difficile. On peut peut-être dire à nos auditeurs, Michel, et se le dire entre nous, qu'avec plus de 100 000 cas sans vaccination, on serait reconfiné depuis très longtemps. Parce que nos hôpitaux auraient explosé sous la pression. C'est-à-dire que tout à fait. Moi, je veux bien qu'on dispense beaucoup de doutes sur le vaccin. Il y a une chose certaine, c'est que sans le vaccin, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Non, mais je sais bien, Michel. C'est pas non plus ce que je. Mais il faut le redire peut-être à nos auditeurs. Sans le vaccin, nous serions reconfinés. Ça, c'est une réalité politique, sociale et sanitaire très forte. Et parce que le juge de paix, au final, c'est toujours le service de réanimation depuis 2 ans. Donc, soit nos services de réanimation tiennent, soit ils tiennent pas. Et grâce au vaccin, jusqu'à présent, ils tiennent. Jusqu'à quand, c'est la question. Ouais, mais ma conviction, Nicolas, justement... Allez, on s'arrête un court instant, on s'arrête, on fait la pub et on se retrouve dans une seconde. À tout de suite. En compagnie de Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République, Lucas Véran, adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine et étudiant, et puis Michel Taub, fondateur du site d'info Opinion Internationale et fondateur de Ensemble contre la peine de mort. Alors, on revient, on est obligé de faire la pause sur Sud Radio là ce matin à 11h30, mais on revient sur cette notion de tout miser sur la vaccination de la part du gouvernement et avec une épidémie qui continue avec ses variants de s'éterniser. La difficulté, on le disait, Michel, de convaincre, de continuer à convaincre sans en passer à l'obligation vaccinale, ce que font certains pays très concrètement aujourd'hui. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que je pense que il faut être honnête avec nos concitoyens. Il faut dire les choses. Les gens sont responsables, les gens sont de mieux en mieux informés, même s'il y a beaucoup de fake news et tout, mais on peut pas leur raconter des histoires. C'est vrai que au début, on a tous cru que le fait de se vacciner nous prémunirait contre le fait de contracter le virus. Par exemple, ça, on sait maintenant que ce n'est plus vrai. On peut être vacciné et contracter malheureusement ce virus. On sait même que des personnes qui ont eu le triple dose peuvent avoir, ou qui ont eu par exemple le variant Delta, peuvent aussi contracter maintenant l'Omicron. Donc, il y a plein d'éléments nouveaux qui font évoluer l'information et les données et qui rendent plus complexe. C'est ça que je veux dire, qui rend plus complexe le travail de pédagogie. Et c'est une des raisons pour laquelle moi je suis pour l'obligation vaccinale. Moi j'assume parfaitement le fait que face à une épidémie avec des risques de millions de morts dans le monde entier, il faut des mesures assez fortes qui protège nos concitoyens. Donc moi, je suis pour la transparence et l'honnêteté. On nous a dit que le pass sanitaire, c'était déjà une obligation vaccinale. Donc vous imaginez avec le pass vaccinal ce qu'on va dire. On va encore plus dire que c'est une obligation vaccinale. Donc moi, je suis pour la transparence et pour l'honnêteté. Parce qu'effectivement, le vaccin est la meilleure solution non pas contre le virus, mais contre les formes graves du virus. Donc, je suis pour qu'on dise les choses avec la plus grande transparence. C'est la meilleure manière de convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Lucas peut-être pour réagir au débat initial qui était où va le gouvernement et quelles sont un peu les échéances qu'il poursuit dans sa communication et dans ses mesures. Moi, j'ai 2 remarques à faire. D'une part, l'impression d'une scénarisation. Alors, on dit c'est l'adaptation, il faut en permanence ajuster le dispositif. Ça, je ne le remets pas du tout en doute. Mais convoquer chaque semaine une conférence de presse alors qu'on s'inscrit progressivement dans le temps d'une campagne électorale, finalement capitaliser un espace important du débat sur des mesures, et on l'a vu hier, objectivement marginales, à l'exclusion du télétravail, vous avez raison Michel, on n'a rien appris, rien de nouveau sur le soleil, pour paraphraser Nicolas. Deuxième mesure, remarque. C'est le retour des jauges. C'est le retour des jauges en intérieur. C'est le retour. Oui, bien sûr. Le retour des jauges en intérieur. On va y revenir dans un instant, mais il y a plus d'un, on va dire, acteur du monde culturel qui remplissent des zéniths et qui disent on aimerait bien être des candidats à l'élection présidentielle pour tenir des meetings sans jauge et puis sans passe sanitaire. Je suis d'accord. Mais la deuxième remarque, et Nicolas l'avait un peu évoqué, c'est sur cette attention qu'on porte au nombre de cas. Sauf que effectivement,
tout ce qu'a dit Michel précédemment sur le fait que le vaccin n'empêche pas la transmission du virus, c'est avéré. Elle réduit cette possibilité-là, mais elle ne réduit pas. On peut contracter Omicron en ayant 3 doses, en ayant 2 doses. Donc en fait, il faut s'attarder sur quel élément objectif d'indication. C'est l'entrée en soins critiques. C'est ça qui devrait nous alerter et qui devrait concentrer le débat public. Est-ce qu'avec 2 vaccins, est-ce qu'avec la dose de rappel, on a moins de chances d'entrer à l'hôpital? Objectivement, toutes les statistiques disponibles en open source de la direction de la recherche, des études et des évaluations scientifiques le montrent. Et c'est sur ça qu'on devrait focaliser le débat, plus que sur le nombre de cas qui peut être effectivement amené à évoluer quand il y a des variants comme Omicron. Et objectivement, le discours pessimiste est quand même à nuancer avec ce qui se passe en Afrique du Sud. On a vu une ascension fulgurante du nombre de cas Omicron. Et aujourd'hui, voilà, les 2 faces de l'Everest, il y a eu un pic très très fort qui a diminué, ce qui a aussi sans doute amené un certain nombre de gouvernements à mettre de la nuance dans les mesures qu'ils ont empruntées. Alors, il y a un sujet qui a beaucoup fait réagir hier soir, là, une petite phrase qui est pas passée inaperçue de la part de Jean Castex, donc qui précise qu'effectivement, il n'y aura pas de jauge, pas de contraintes pour les meetings, pas de report des élections également prévues, on le sait maintenant, en avril prochain, les élections présidentielles. Alors, ça fait beaucoup réagir, notamment, alors je prends il y a plusieurs humoristes, plusieurs chanteurs qui ont sur les réseaux sociaux annoncé que leur spectacle finalement devenait des meetings électoraux pour échapper alors c'est de l'humour évidemment, pour échapper aux règles, on va dire de contraintes de jauge, de passe sanitaire, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est logique pour justement le respect de la démocratie, le respect du débat public, que la campagne électorale, alors il y aura une réunion autour de Gérald Darmanin qui va être menée dans quelques heures, aujourd'hui ou demain précisément, mais tout simplement il sera important d'avoir là-dessus la décision du Premier ministre et de votre avis aussi à vous concernant cette décision autour des politiques au-dessus des lois ou pas. Est-ce que c'est logique ? Alors, si je peux me permettre peut-être, Nicolas. D'abord, une première réaction par rapport à ces artistes qui ont réagi. Bon, on va se le dire quand même entre nous et publiquement. Des artistes qui remplissent des salles à 2000 personnes, ça se compte quand même sur les 2 doigts de la main. Donc, je suis pas persuadé. Non, mais attendez, moi, les salles pleines à 2000 personnes, je vais souvent au spectacle. Je vous avoue que d'abord, il n'y en a pas des tonnes. Oui, il y a quelques-uns, mais je pense qu'il faut relativiser. L'autre chose quand même, c'est cette mesure sur les meetings politiques, elle est à double tranchant. D'abord, effectivement, ça me paraît assez logique qu'on préserve la vie démocratique dans ce pays autant qu'on peut le faire. Deuxièmement, c'est quand même une sacrée responsabilité que va faire peser le gouvernement sur les candidats qui vont se lancer dans les meetings. Parce qu'en leur disant, vous pouvez organiser des meetings, en fait, ils leur mettent entre les mains une petite bombinette politique qui consiste à dire, alors je le fais ou pas ce meeting? Est-ce que j'engage, est-ce que j'assume, et avec toute la responsabilité que cela va définir, le fait de faire un meeting, sachant qu'Emmanuel Macron, qui sera certainement candidat, n'aura pas besoin de faire beaucoup de meetings, puisque lui, il est en meeting permanent depuis 5 ans. Donc c'est quand même un sacré cadeau un peu étrange qui est fait à ses adversaires, que de les mettre face à cette responsabilité sanitaire et politique majeure. Donc je suis pas sûr que ce soit un très très beau, un point positif en tout cas pour les différents candidats à la présidentielle. Alors, oui, alors effectivement, c'est un sujet, on va y revenir, sur le positionnement des adversaires politiques d'Emmanuel Macron, qui lui aussi joue gros, parce que il pensait pouvoir sortir de cette crise sanitaire pour mener campagne, et tout nous y ramène, et très sincèrement, on va en parler pendant les prochains mois, enfin ça paraît très clair, Michel et Lucas. Ce qui est déjà acquis, c'est que effectivement, tout le mois de janvier, nous allons tous être rivés sur les indicateurs sanitaires. Combien y a-t-il de personnes hospitalisées? Donc déjà, tout le mois de janvier est quasiment compromis pour la tenue d'un débat démocratique. Regardez par exemple Valérie Pécresse, qui a fait une éruption fulgurante sur la scène nationale lors de son investiture par le Congrès des Républicains. Elle a eu toute la lumière médiatique pendant 2 jours. Et puis ensuite, plus rien, parce que le Covid est passé par là et a pris le dessus sur quasiment tout. Donc la seule chose qu'on a au niveau des grands médias retenus de Valérie Pécresse, c'est lorsqu'elle a proposé de reporter d'1 semaine la rentrée scolaire. Mais son déplacement en Arménie, d'autres prises de position qu'elle a pu avoir sont passées très largement au second plan. Bref, le Covid
prend le dessus sur tout. Moi, je voudrais rappeler ce qui s'est passé. Moi, je voudrais rappeler ce qui s'est passé au mois de mars 2020 et qui m'inquiète beaucoup pour la tenue de l'élection présidentielle le 10 avril prochain. Le 12 mars ou le 14 mars 2020, dans le même jour, le Premier ministre a annoncé la fermeture de tous les restaurants, de tous les lieux publics, bref, le couvre-feu et le confinement de toute la population pour le samedi soir à 18h et dit en même temps, le lendemain, vous allez voter aux élections municipales. Donc au même moment, il y a eu… Ce qui fait sens, à mon sens. Non, ce qui pour moi ne fait pas sens. Parce que la réalité, moi j'étais totalement opposé. La réalité, c'est qu'il y a eu une très faible taux de participation électorale et qui a fait, alors à Neuilly-sur-Seine, vous y avez peut-être échappé, mais qui a fait que certains ont été élus maires avec même pas 5% ou 7% ou 10% du corps électoral qui a élu les maires, je pense notamment aux maires écologistes de certaines grandes villes. Bref, les dés ont été pipés. Alors non, parce que ça a été précisément le son. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ma crainte, effectivement, c'est que les conditions d'équilibre et d'égalité de traitement des candidats face à l'exécutif soient complètement biaisées dans les semaines qui viennent par l'omnipotence du sujet du Covid et qu'effectivement nous n'ayons pas une campagne électorale digne de ce nom. Et voilà ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir peu de participation et pas de débat démocratique jusqu'à l'élection présidentielle. Lucas, oui. Et puis moi, je voudrais juste souligner qu'il y a eu quand même une élection en Allemagne avec un débat qui a tourné ailleurs et sur autre chose que sur on va dire le coronavirus. Hein. Donc, c'est possible. Ouais. Est-ce que les candidats sont capables en tout cas, c'est intéressant de voir comment ça va se passer. Lucas Véran, vous vouliez intervenir. Oui, une petite correction déjà sur ce qui s'est passé en mars 2020. Les maires très faiblement élus, en fait, l'ont été en réalité en juin, parce qu'on a reporté le second tour, et ça, vous semblez l'omettre. Ensuite, mais le premier tour a été absolument décisif pour déterminer… mais les maires qui ont été élus dès le premier tour, ils l'ont été élus à une large majorité, comme ça a été le cas à Neuilly, comme ça a été le cas ailleurs. Les rapports de force ont été déterminés par le premier tour. Bah oui, naturellement. Ensuite, sur la question de l'appréhension du débat, en fait, au cours de ces prochains mois. En fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de vraiment prendre les enseignements que peuvent nous fournir les États-Unis en matière de structuration de l'opinion sur cette question de la perception de la gestion de la crise sanitaire. Une des grandes faiblesses de Donald Trump, encore aujourd'hui, et une des grandes forces de Joe Biden, peut-être la seule dans les enquêtes d'opinion et dans les items d'opinion, c'est cette question de la gestion de la crise sanitaire. Joe Biden a incarné la responsabilisation avec des meetings, parfois ce qui était risible, dans des voitures, là où Trump a joué l'organisation de 18 meetings. Alors, des chercheurs de Stanford se sont penchés et il y aurait eu plus de 30 000 contaminations lors de ces meetings pour rapporter quasiment à 700 décès, pas directement liés, mais en tout cas, tout ça a été très documenté. Et ça a très lourdement pesé sur la perception des Américains sur Donald Trump. Et finalement, peut-être qu'Emmanuel Macron considère que il peut y avoir cette même fission qui va se réaliser entre des candidats, en l'occurrence Zemmour, qui obère totalement l'importance de cette question et de l'importance que cette question a pour les Français, qui finalement décident d'en faire un non-sujet, et puis les candidats qui jouent la responsabilisation. Valérie Pécresse en fait partie naturellement avec des propositions concrètes, Michel l'a rappelé, comme le report d'une semaine de la rentrée scolaire. Et cette fission peut exister et puis, à mon avis, fragiliser certaines candidatures qui prenaient vraiment un pas important sur d'autres items, d'autres sujets, mais qui pourraient venir voir leur positionnement lourdement fragilisé par cette absence de vision ou de crédibilité sur la question de la gestion sanitaire. Ouais, comment exister dans cette campagne électorale qui ne dit pas son nom aujourd'hui avec le coronavirus. On va s'arrêter, si vous le voulez bien, Nicolas Corato, Lucas Véran, Michel Taube. Nicolas, on vous entendra sur cette question-là juste après la pause. Dans un instant, vous réagissez encore également sur les réseaux sociaux et vous pouvez encore nous appeler 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à midi. On revient sur cette question. Donc, comment mener une campagne présidentielle alors que, effectivement, le pays est sous la menace d'un nouveau variant. On y revient dans un instant sur Sud Radio. À tout
tout de suite. Et en compagnie de Michel Taube, fondateur du site d'info Opinion Internationale, Lucas Véran, adjoint au maire de Neuilly-sur-Seine, et Nicolas Corato, président fondateur du think tank Place de la République. Nicolas, on vous a pas entendu sur cette thématique, sur cette campagne électorale qui aujourd'hui est un peu, j'allais dire, coincée par une situation sanitaire qui, on a le sentiment, échappe un peu à tout le monde, à tous les pays. On voit bien qu'aujourd'hui, il se passe, même au sein du gouvernement, en off, on dit, on navigue un petit peu avec les éléments et on regarde les chiffres toutes les semaines. Donc, on voit bien que cette campagne électorale va être coincée avec une situation sanitaire qui touche les Français de plein fouet, quoi, aujourd'hui dans leur quotidien. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, le président de la République, alors je ne sais pas si c'était en toute transparence, mais nous l'avait glissé lors de son intervention il y a quelques mois en nous disant je serais peut-être appelé à prendre des dispositions un peu extraordinaires. Je ne sais plus quel était exactement son vocable. Mais oui, la question, ça va être comment on est président de la République en pleine campagne présidentielle avec le Covid qui menace, comment on crée les conditions d'un débat public, comment ce débat s'organise et comment cette élection, d'une certaine manière, n'est pas volée par le virus. Dans tout ce schéma-là, finalement, jusqu'à présent, si on en croit les sondages, la crise sanitaire, elle sert plutôt le président de la République sortant. Pas nécessairement parce qu'il l'instrumentalise, mais parce que ça crée un réflexe un peu de protection, de père de la nation, qui a toujours été favorable les crises ont toujours été favorables au président en exercice. Une crise militaire, ici une crise sanitaire, et finalement on voit quand même que le socle électoral d'Emmanuel Macron ne faiblit pas, voire peut se renforcer. Ça, c'est la première chose. Mais les choses sont assez fragiles. C'est-à-dire que la crise sanitaire, c'est à la fois une manière pour lui de ne pas affronter certaines questions du débat public. C'est aussi une épée de Damoclès qui pèse sur sa tête parce que au moindre faux pas, à la moindre rupture notamment de l'hôpital, eh bien, ce sont les pouvoirs publics qui en prendront et qui en assumeront, qui devront en assumer toute la responsabilité. Donc, c'est le premier point. Le deuxième, c'est quand même ce qu'on va faire de ce débat public en pleine crise sanitaire. Moi, j'ai une réflexion sur les autres candidats, qui sont quand même, je trouve, à part Éric Zemmour, comme le précisait Lucas, dans le commentaire permanent des mesures de pas à pas mises en place par le gouvernement, qui après tout fait son job. Eh ben, moi, je pense que quand on est candidat à la présidence de la République, on a l'obligation, non pas le choix, d'élever un peu le débat. Et plutôt que d'entendre, par exemple, Valérie Pécresse nous expliquer que l'école, elle l'aurait bien réouverte une semaine après, une semaine avant, j'ai pas très bien compris. Moi, j'aimerais savoir ce que Valérie Pécresse propose pour l'hôpital public. J'aimerais qu'il y ait un grand débat de tous les candidats officialisés sur la course à la présidentielle pour savoir quel est leur programme sur l'hôpital public. Parce que le sujet de la crise sanitaire, on ne va pas en sortir par le commentaire politique. On va en sortir par l'action publique et notamment par le renforcement de notre hôpital. Michel a raison, le vaccin ne suffira pas. Le vaccin ne suffira pas. Et pour la petite histoire, pour la petite histoire, pour rebondir sur ce que dit Nicolas, Michel. Le candidat. On a perdu Michel Taube et puis notre connexion est un petit peu faiblarde. On est en train de discuter effectivement de cette problématique de campagne présidentielle. Pour tout vous expliquer, chers auditeurs, c'est que on est tous à distance. On respecte aussi pour des questions sanitaires et des questions de sécurité le distanciel. Et nos débatteurs de ce matin, Nicolas Corato, Lucas Véran et Michel Taube, sont donc à distance et on expliquait effectivement que et on débattait ensemble de ces tenues de meetings politiques qui pour l'instant ne sont pas contraints et il n'y a pas de jauge pour eux, pas de report pour l'instant, non plus d'élection, mais que Gérald Darmanin est chargé par le Premier ministre d'organiser et de préparer une campagne présidentielle. Mais on parlait des thématiques. Est-ce qu'il sera possible de sortir de ces thématiques autour du coronavirus? Je crois qu'on doit retrouver on a retrouvé tout le monde. Michel, on vous avait perdu. Il a été tellement affirmatif Michel. En disant que toutes les personnes les plus fragiles faisaient l'objet de très nombreuses démarches pour France les encourager à se vacciner. Des pays qui disposent du meilleur taux de vaccination.
parmi les pays européens. Oui, mais alors il faut le justement, reconnaître. non, pas, sauf sur les personnes les plus fragiles, les plus âgées, où par exemple l'Espagne est nettement en avance sur nous. Et je pense que c'est une pour des ça que je dis c'est à nuancer. Je ne dis pas que tout est à rejeter dans notre analyse. Et je pense que c'est une des clés d'ailleurs de ce qui va se passer en janvier-février, c'est que les risques de surcharge de l'hôpital et des services de réanimation viendront de ces publics les plus fragiles. J'ai une question pour vous. C'est pour ça que je pose la question. C'est pour ça que je pose la question d'un débat public, assumé, transparent, pluraliste, sur ce que nous voulons pour l'hôpital et la santé publique. Alors je sais que ça fera moins de buzz que les sorties de M. Zemmour en Arménie, mais je pense que c'est la seule question qui devrait nous mobiliser, parce que c'est un des seuls moyens que nous avons de résister à cette pandémie. Mais Nicolas, moi, quand j'entends Valérie Pécresse nous promettre 150 000 postes de fonctionnaires en moins sur les 5 prochaines années, j'ai envie qu'elle nous dise où sont les postes à l'hôpital public. J'ai envie de connaître la position d'Éric Zemmour sur la santé publique. J'ai envie de savoir si Emmanuel Macron renoncera à la tarification à l'acte. Voilà, ce sont des sujets qui vont nous concerner tous, parce que dans les 5 ans à venir, les prochains confinements, les prochains couvre-feux, malheureusement, si cette pandémie continue, on les devra à cette inaction politique et les nouvelles pandémies et à ce défaut de débat. Et j'aimerais juste réagir. Vous avez deux temps d'analyse dans votre. La première, c'est qu'effectivement, les crises bénéficient aux sortants. Ça, c'est vrai que c'est assez vérifié. Néanmoins, attention au contre-effet qu'il peut y avoir au fait d'être englué dans la gestion de la crise. Dans la mesure où si un débat public arrive vraiment à émerger, finalement, ce qu'on souhaite tous, sur les thématiques présidentielles, attention aux chefs de l'État et à leurs équipes à ne pas être englués finalement dans la gestion d'une crise qui viendrait à prendre fin et dont on considérait que finalement, une fois la crise terminée, on se débarrasse également de ceux qui l'ont portée, parce qu'un nouveau momentum adviendra. Sur la deuxième partie, je tiens quand même à nuancer. Bien sûr qu'il faut un débat de fond sur la gestion de l'hôpital public. Il faut d'ailleurs préciser qu'objectivement, la situation dans laquelle on est là, c'est pas tant finalement la question du nombre de cas que de l'incurie de l'hôpital à accueillir tous ces nouveaux et à être constamment en tension. Donc, bien évidemment, néanmoins, je peux pas non plus. Je suis un peu en désaccord avec vous, Nicolas, sur le fait de dire que les candidats doivent se soustraire finalement à des propositions concrètes de gestion de crise comme le fait Valérie Pécresse. Moi, je suis rassuré d'un candidat ou d'une candidate qui a finalement essaye de penser. Se penser, c'est toujours ce que disait Raymond Aron, il faut pour pouvoir critiquer se mettre à la place de celui qui gouverne. Et parfois, j'ai l'impression que des candidats se soustraient totalement à cette obligation-là et finalement n'ont aucune doctrine opérationnelle pour endiguer l'épidémie. Ça, moi, ça m'inquiète et je n'ai pas envie de confier le pays à ces personnes-là. Michel Taubin. Oui, moi je voulais aussi, mais on est dans le cœur du sujet, il y a une autre annonce hier qui me paraît très importante et qui explique aussi que je trouve que le gouvernement n'est pas assez derrière les forces vives, la nation qui sont tous les jours dans le combat pour essayer de trouver des solutions. Il y a une entreprise française, c'est Xenotera, qui a annoncé hier qu'elle avait non pas un vaccin mais un traitement contre les formes graves du Covid. Donc c'est une entreprise française, la région nantaise. Elle a fait un communiqué de presse hier. Et moi, j'aurais espéré qu'Olivier Véran, qui il y a 15 jours a annoncé qu'un traitement américain que la France avait commandé avait finalement été annulé parce que l'autorité sanitaire européenne ne l'avait pas validé. Ouais, que la France soutienne des entreprises françaises, des PME françaises qui depuis des mois et des mois, il n'y a pas que l'Institut Pasteur et Sanofi qui ont complètement échoué malheureusement dans leur tentative d'avoir un vaccin français, mais il y a des PME françaises, donc Xenotera qui hier a communiqué, qui est plutôt d'habitude très discret en disant on a un traitement contre les formes graves du Covid et qui grosso modo a demandé aux autorités de le valider. Je trouve ça incroyable qu'ils soient obligés de passer par un communiqué de presse pour s'exprimer. Donc je pense que ça c'est très important. C'est très important que l'État soit beaucoup plus aux côtés des acteurs français qui se battent pour des solutions qui sont tout aussi importantes que les grands débats politiques. Alors le débat politique aussi, mais est-ce qu'on peut imaginer par exemple pour éviter si jamais ça perdure, une modification de notre façon de voter? Je sais pas, par exemple le vote, mettre en place le vote électronique, c'est trop tard, on se fait rattraper. Moi je suis pour. Moi je suis totalement pour pouvoir voter plusieurs jours également comme ça se fait aux États-Unis. Oui, je suis pour. Non, moi je serais, si je peux me permettre,
je suis en faveur du vote électronique avec l'utilisation aujourd'hui de technologies. Vous avez la blockchain, vous avez de plus en plus de scrutins qui s'organisent avec effectivement cette technologie-là qui permet de sécuriser complètement le processus. En revanche, je suis fortement opposé au vote par correspondance pour deux raisons principales. C'est la sincérité du scrutin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous votez à un instant T, si des événements surviennent durant la campagne qui vous amènent à faire évoluer votre opinion, quid de votre évolution, de votre possibilité de changer. Donc ça, c'est ensuite deuxième élément, les pressions intrafamiliales. Donc, on sait que bien sûr, dans l'isoloir ou avec un clic sur Internet, dans un processus one-shot le jour donné du scrutin, il n'y a pas cette même évolution, réflexion et finalement, par exemple, de jeunes majeurs qui se feraient influencer dans le choix par leurs parents au cours des dîners. Il faut que tu glisses tel bulletin dans l'enveloppe. Donc, il y a quand même toutes des données opérationnelles sur le vote par correspondance qui sont, outre la fraude également qui a pu être mise en lumière aux États-Unis, qui m'interroge vraiment. En revanche, effectivement, la question sur le vote électronique, je pense qu'il faut vraiment avancer et il y a de plus en plus de solutions. La blockchain Tezos, par exemple, fournit avec Electis de solutions. Il faut aller dans ce sens-là. Et il y a Yves qui nous dit sur Facebook, il dit qu'il pense que la campagne n'arrivera pas à sa fin, il va se passer quelque chose d'ici là. Effectivement, on est toujours surpris, on nage un petit peu dans une situation qu'on a rarement vécue, ou enfin en tout pas du tout vécue jusqu'à présent. Et c'est vrai que ça va donner lieu à beaucoup de débats. Merci à tous les trois, Nicolas Corato, Lucas Véran, Michel Taube, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes. Malgré ce variant, on se retrouve très bientôt avec Valérie Expert sur Sud Radio pour d'autres débats. Nous, on se retrouve demain dans un instant, juste après le journal de midi. C'est Sud Radio dans tous ses états avec Benjamin Glais. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. À demain.